Extrait numéro 16 du livre Martin Eden de Jack London. Chapitre 7. Une semaine de lecture intensive s'était écoulée, depuis le soir de sa rencontre avec Ruth Morse, et il n'osait toujours pas sonner à sa porte. Plus d'une fois, il rassembla son courage en vue de cette visite, mais les doutes qui l'assaillaient finissaient par avoir raison de sa détermination. Il ne savait pas ce qu'était le bon moment. Il n'y avait personne pour le lui dire, et il craignait de commettre un irréparable impair. S'étant débarrassé de ses anciens compagnons et de son mode de vie d'autrefois, et n'ayant pas de nouveaux amis, il ne lui restait que la lecture. Les longues heures qu'il y consacra eussent ruiné une dizaine de perdus ordinaires, mais les siens avaient toute la résistance nécessaire, et ils étaient secondés par un corps magnifiquement vigoureux. En outre, son esprit était en jachère. Il était demeuré tel toute sa vie, pour ce qui touchait aux abstractions des livres, et il était mûr pour les semailles. Il n'avait jamais été fatigué par l'étude, et il mordit dans le savoir à belles dents, décidé à ne pas lâcher sa proie. À la fin de la semaine, il lui sembla qu'il avait vécu des siècles, tant était loin derrière lui sa vie et ses conceptions de jadis. Mais son manque de préparation lui jouait de mauvais tours. Il essayait de lire des livres qui exigeaient des années de spécialisation préalable. Un jour, il lisait un livre de philosophie antique. Le suivant, un ouvrage ultramoderne, de sorte que sa tête était un chaos d'idées contradictoires. Il en allait de même avec les économistes. Sur un rayonnage de la bibliothèque, il trouva Karl Marx, Ricardo, Adam Smith et Mill, et les idées absconses de l'un ne lui apprenaient pas que les notions d'un autre étaient obsolètes. Il était dérouté, mais ne renonçait pas à comprendre. En un jour, il s'était intéressé à l'économie, à l'industrie et à la politique. Traversant le parc de l'hôtel de ville, il avait remarqué un rassemblement de personnes, au milieu desquelles une demi-douzaine d'individus, le rouge aux joues, étaient engagés dans une discussion bruyante, passablement animée. Il se joignit aux auditeurs et entendit une langue étrangère, nouvelle pour lui, dans la bouche de ces philosophes populaires. L'un de ces hommes était un vagabond, un autre un agitateur syndicaliste, un troisième un étudiant en droit, les autres des ouvriers volubiles. Pour la première fois, il entendit parler de socialisme, d'anarchie, d'impôt unique, et apprit qu'il existait des théories sociales antagonistes. Il entendit des centaines de mots techniques qu'il ne connaissait pas, et qui appartenaient à des domaines de la pensée auxquels ses maigres lectures ne lui avaient pas encore permis d'aborder. De ce fait, incapable de suivre précisément l'échange d'arguments, il dut se contenter de deviner, voire d'imaginer, les idées exposées dans ces étranges costumes. Il y eut ensuite un serveur de restaurant aux yeux noirs. C'était un théosophe, un boulanger syndicaliste, agnostique, un vieil homme qui les déconcerta tous en présentant une singulière philosophie selon laquelle tout ce qui est bon. Et enfin, un autre vieillard, qui tint un discours interminable sur le cosmos, l'atome paternel et l'atome maternel. Martin Eden quitta les lieux quelques heures plus tard, le cerveau passablement embrouillé, et il se précipita à la bibliothèque pour chercher les définitions d'une dizaine de mots peu courants. Il en ressortit en portant 4 volumes sous les bras. La doctrine secrète de Madame Blavatsky, Progrès et pauvreté, la quintessence du socialisme, et conflit de la religion et de la science. Il commença malheureusement par la doctrine secrète, dont chaque ligne était truffée de mots à n'en plus finir, qu'il ne comprenait pas. Installé dans son lit, le dictionnaire était ouvert devant lui plus souvent que le livre. Il regarda les définitions de tant de mots inconnus que lorsqu'il retrouvait ceux-ci dans le texte, il avait oublié leur signification et devait la vérifier à nouveau. Il eut l'idée de noter les définitions dans un carnet, et noircit page après page. Pourtant, il ne parvenait toujours pas à comprendre. Il lut jusqu'à 3 heures du matin, et il avait la tête en ébullition, mais n'avait pas saisi une seule idée essentielle de l'ouvrage. Levant les yeux, il crut voir la pièce se soulever, rouler et tanguer comme un navire sur les flots. Il lança alors la doctrine secrète à l'autre bout de la chambre, accompagnant son geste d'une bordée de jurons, ferma le gaz et se prépara au sommeil.
Il n'eut pas beaucoup plus de chance avec les 3 autres livres. Non que son cerveau fût débile ou dépourvu de moyens. Il aurait pu assimiler ses idées s'il avait été entraîné à l'exercice et doté des outils intellectuels nécessaires. Il sentait la nature de ses lacunes, et pendant un temps envisagea de ne rien lire d'autre que le dictionnaire, jusqu'à ce qu'il eût acquis la maîtrise de tous les mots qu'il contenait. La poésie, en revanche, était son réconfort, et il en lisait beaucoup. Il connaissait ses plus grandes joies chez les poètes les plus simples, d'un abord relativement facile. Il aimait la beauté et la trouvait là. La poésie, comme la musique, l'émouvait profondément, et il préparait ainsi sans le savoir son esprit à la tâche plus ardue qui allait lui échoir. Les pages de son cerveau étaient des feuilles vierges, et une bonne partie de ce qu'il lisait avec amour s'imprimait sans effort, strophe après strophe, sur ces feuilles, de sorte qu'il put bientôt psalmodier à haute voix ou dans un murmure la splendide musique des mots imprimés. Psalmodier.